Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer l'introduction à MATLAB. On va voir aujourd'hui la fonction modulo. Donc, nous avons la fonction modulo qui s'écrit mod, permet de récupérer le reste de la division euclidienne d'un nombre par un autre. Par exemple, ce code affichera le reste de la division euclidienne de 23 par 7. A égale mod 23,7. 10A égale à 2. Donc, 23 divisé par 7, c'est le reste de la division de 23 par 7, c'est 2. Donc, le résultat est 2 car on a bien 23, c'est 7 fois 3, le quotient, et plus 2, le reste. Donc, pourquoi parler de la fonction modulo maintenant? La fonction modulo, le modulo est très pratique pour tester si un nombre est divisible par un autre. Dans ce cas, le reste de la division euclidienne est 0. On l'utilise souvent dans une condition pour tester la divisibilité d'un nombre par un autre. Par exemple, ce code permet de tester si le nombre A est divisible par 7. A égale input et entrer une valeur. If le mode A,7 égale 0, disp A est divisible par 7. Else, disp A n'est pas divisible par 7 and. Donc, nous avons le langage C, le modulo, c'est un opérateur représenté par le symbole pourcentage pour tester si A est divisible par 7, on écrira en C, if A, pourcentage 7 égale 0, deux accolades. Maintenant, on va voir que fait ce code. A égale input, entrer une valeur. If mod A,2 égale 0. Disp A, c'est un nombre pair. Else, disp A est un nombre impair. And. Ce code teste la parité d'un nombre. Maintenant, on termine avec une conclusion. Cette partie, le mot-clé if permet d'exécuter une partie du code si une condition est vraie. Cela permet d'obtenir des programmes dont le comportement change selon les actions données de l'utilisateur. Les mots-clés else, if et else complètent les pouvoirs du if. Et en enrichissant ces possibilités, on peut complètement se passer d'eux en utilisant d'autres mots-clés if avec des conditions plus complexes. Cependant, leur existence rend la lecture et l'écriture d'un programme plus agréable et compréhensible. Donc, par contre, le mot-clé if ne peut pas être remplacé par d'autres mots-clés. Sans lui, impossible de faire un programme qui change de comportement selon les données. Maintenant, on va voir comme troisième chose les boucles. Donc, les boucles, cependant, ce qui est intéressant avec un ordinateur, c'est qu'il est capable d'exécuter des milliards de lignes de code à la seconde. Or, s'il fallait écrire soi-même chacune de ces lignes de code, ça serait bien trop lent et l'intérêt d'un ordinateur serait vraiment diminué. Les boucles permettent de répéter plusieurs fois un même bloc de code, permettant de faire à la machine des milliards d'opérations alors que l'on n'a soi-même écrit qu'une dizaine de lignes de code. Il y a deux types de boucles qu'on va voir, il y a la boucle for et la boucle while. Donc, en première utilisation de la boucle for, voici un exemple de boucle for. Imaginons que l'on a ce code. Donc, V égale 1,3, 1 et 3, disp V. Donc, c'est des valeurs aléatoires, 5 valeurs aléatoires. Donc, 0,803, 0,1414, 0,4218, 0,9157 et 0,7922. Alors, ce code affichera for K égale à V, disp, la valeur de K est disp K, 1. Donc, la valeur de K, c'est 0,8003. La valeur de K, c'est la deuxième valeur. La valeur de K, troisième valeur. Et la valeur de K, c'est quatrième valeur jusqu'à la cinquième valeur. Donc, nous avons ici, à l'aide d'une boucle for, on a transformé deux lignes de code disp en 10 affichages. Donc, la variable K prend à chaque tour de boucle une des valeurs contenues dans le vecteur V. Et à chaque tour de boucle for, le programme exécutera les deux lignes de code contenues dans le bloc for
mes valeurs de K changera. Donc, voici un autre exemple de boucle for. Voici un exemple de boucle for. Donc, for i va égal 1, 2.8, disp i end. Donc, il va afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons l'instruction 1, 2.8 génère, comme je l'ai un vecteur ligne contenant les entiers de 1 à 8. La boucle for répète le code disp i pour chaque élément du tableau et il prend une des valeurs du tableau à chaque fois. Donc, voilà pourquoi ce code affiche tous les entiers de 1 jusqu'au 8. Maintenant, on va voir un autre exemple, mais cette fois-ci avec une matrice. Que se passe-t-il si l'on parcourt une matrice? Donc, on met A, c'est 1, 3,2, disp A. Il va afficher la matrice A fait à 3 lignes. Fait à 3 lignes et 2 colonnes, donc des variables aléatoires. Donc après, on va mettre for i égale à 1, disp la valeur de i, disp i et 1. Donc à chaque fois, il affiche la valeur de i, les 3 premières valeurs de la première colonne ou les 3 premières valeurs de la deuxième colonne. Dans ce cas, la boucle for parcourt toutes les colonnes de A. À chaque tour de boucle, i vaut une des colonnes de A. En réalité, que ce soit une matrice ou un vecteur, la boucle for parcourt toujours les colonnes de l'élément. Dans le cas d'un vecteur ligne qui possède une ligne et plusieurs colonnes, on a l'impression que ce sont les éléments du vecteur qui sont parcourus. Un autre exemple avec un vecteur colonne, que se passe-t-il si on parcourt un vecteur colonne? Un des V, c'est 4,1, disp V, donc c'est 0,9572, 0,4854, 0,8003, 0,1419. Donc, pour I égale à V, disp la valeur de E, disp I end. Donc, il va afficher la valeur de I, ce sont ces valeurs, les 4 valeurs. Donc, comme on pouvait s'attendre, la boucle for utilise la variable I pour parcourir toutes les colonnes de V. Ici, V possède une seule colonne et 4 lignes, donc la boucle ne parcourt qu'un seul élément. Maintenant, on va voir le syntaxe du for. Voici les règles à suivre pour écrire une boucle for. Donc, bloc de code 0, for variable égale matrice, bloc de code 1, 1 et bloc de code 2. Donc, on commence toujours par écrire le mot-clé for, suivi d'un nom de variable, du signe égal et d'un nom de matrice. Ensuite, on écrit un bloc de code qui peut contenir, comme tout bloc de code, des opérations, des blocs if ou d'autres blocs for, et on termine le bloc for avec le mot-clé end. Donc, nous avons le bloc de code 0 est d'abord exécuté. Ensuite, pour chaque colonne C, matrice, le bloc de code 1 est répété à chaque fois. La variable est égale enfin au bloc du code 2 est exécuté. Maintenant, on passe à un exemple. Que fait ce code? Donc, V égale 1, 100 000, S égale à 0, for I égale à V, S égale à S plus I, 1, disp S. Cette boucle permet de calculer dans la variable S la somme des éléments du vecteur V. On peut aussi faire S égale à somme de V. Donc, quel code est le plus rapide? Maintenant, on va voir le temps d'exécution. Voici un graphique affichant selon la taille du vecteur V de l'exemple précédent le temps d'exécution des deux programmes avec ou sans boucle permettant de calculer la somme des éléments de V. Donc, si nous avons un vecteur de 10 à la puissance 6, le temps d'exécution avec force est 0,92 secondes. Et le temps d'exécution sans la boucle for, c'est 1,1 millisecondes. 2 par 10 puissance 6, c'est 1,65 secondes. Et sans la boucle, 1,6 millisecondes. 3 par 10 puissance 6, c'est 2,48 secondes et 3,6 millisecondes. 4 par 10 puissance 6, 3,20 secondes et 3 millisecondes. 5 par 10 puissance 6, c'est 3,96 secondes et 3,7 millisecondes. 6 par 10 puissance 6, 4,90 secondes et 6,7 millisecondes. 7 par 10 puissance 6, c'est 5,53 secondes et 5 millisecondes. 8 par 10 puissance 6, c'est 6,46 secondes et 5,8 millisecondes.
9 par 10 puissance 6, c'est 7,33 secondes, 6,7 millisecondes. Donc, la version du code utilisant la fonction SOM est bien plus rapide que celle utilisant la boucle for. Enlever une boucle afin de la remplacer par une fonction de MATLAB, SUM, FIND et PROD permet d'accélérer grandement le code. Cela s'appelle la vectorisation du code. Pourquoi les boucles for du MATLAB sont-elles lentes? Donc, nous avons le langage C, c'est un langage compilé, c'est-à-dire qu'un compilateur GCC analyse le code entièrement pour le traduire en assembleur avant de l'exécuter. Pendant cette analyse, les optimisations de code ont lieu particulièrement dans les boucles for. MATLAB, c'est un langage interprété, donc c'est un langage de script. Le code est lu et au moment de l'exécution, et très peu d'optimisation est réalisée. Donc, pourquoi les fonctions... Pardon. Donc, le temps d'exécution, pourquoi les fonctions internes de MATLAB SUM et FIND sont-elles efficaces? Ces fonctions ne sont pas écrites en MATLAB, mais en C ou un autre langage compilé. Par exemple, la fonction SUM appelle un programme écrit en C ou autre pour faire la somme des éléments d'un vecteur. Ces programmes vont optimiser de façon très efficace par l'équipe de développement de MATLAB. En général, le code est parallélisé et optimisé pour profiter pleinement de tous les processeurs d'une machine ainsi que leur architecture particulière. Donc, j'ai la commande MEX permet de prendre un programme C et interagir avec depuis le MATLAB. Maintenant, on va voir le syntaxe à la boucle while. L'autre boucle à connaître, le MATLAB en général plus utile que la boucle for, c'est la boucle while. Donc, j'ai bloc de 0, while condition 1, bloc de 1, and et bloc de 2. On commence toujours par écrire le mot-clé while suivi d'une condition comme avec le if. Ensuite, on écrit un bloc de code qui peut contenir, comme tout le bloc de code, des opérations, des blocs if, for, while, et on termine le bloc while avec le mot-clé and. Le bloc de 0 est d'abord exécuté, ensuite, si la condition 1 est vraie, le bloc de 1 est exécuté. Il est répété jusqu'à ce que la condition 1 devienne fausse. Ensuite, le bloc de code 2 est exécuté. L'autre boucle à connaître est dans la MATLAB générale plus utile que la boucle for, c'est la boucle while. Donc, il est impératif que le bloc de 1 fasse évaluer la condition 1. Si ce n'est pas le cas et que le programme entre dans la boucle, il ne sortira jamais, ce n'est pas souhaitable. Donc, la bloc de 0, while condition 1, bloc de code 1, and et bloc de code 2. Première utilisation de la boucle while. Voici un premier programme avec une boucle while. Que fait ce programme? A égale à input, entrer une valeur entière, S égale à 1, while A supérieur à 1, S égale à S fois A égale à 1 moins 1, and 10S. Donc, ce programme calcule la variable S, le produit de toutes les valeurs entre 1 et A. Il calcule donc la factorielle de A. Seconde utilisation de la boucle while. Donc, voici un second programme avec une boucle while. Que fait ce programme? A égale à input, entrer une valeur positive, while A inférieur à 0, A input, entrer une valeur positive, and et dispar. Ce programme demande une valeur positive à l'utilisateur et lui casse les pieds en redemandant tant qu'il ne le fait pas. Troisième utilisation de la boucle while. Voici un troisième programme avec une boucle while. Que fait-il? A input, entrer une valeur, B input, entrer une valeur, N c'est le min de AB, while le mode A, N égale 0, and mode B, N égale 0, N égale à N moins 1, and 10 N. Donc, ce programme cherche un diviseur commun à A et B partant de la plus petite des deux valeurs. Il calcule le plus grand CD A entre A et B. Donc, quelle boucle utiliser? Vaut-il mieux utiliser une boucle for ou while dans un programme? En général, on sait à l'avance combien de fois la boucle doit se répéter. On utilisera la boucle for, sinon on utilisera un while. Parmi les trois programmes qu'on vient de voir un exemple de while, lesquels devraient utiliser une boucle for? Donc, nous avons le programme de factoriel, donc boucle for ou la while. Donc, for, vectorisé, l'explication de la boucle se répétera à moins 1 fois. Pour le programme des nombres positifs, on va utiliser le while parce qu'on ne sait pas combien de fois l'utilisateur va saisir un nombre négatif.
le PGCD, A et B, les deux, for ou la while, soit on teste tous les entiers entre 1 et min AB, soit on teste ceux entre A et A, jusqu'on trouve un qui divise. Donc, voici le factoriel avec la boucle for. Pour réaliser un factoriel avec une boucle for, on peut faire ainsi A égale input, entrer une valeur entière, S égale à 1, for I égale 1 jusqu'à A, S égale à S for I, 1, disp S. On peut évidemment vectoriser ce code, éviter la boucle for. Donc, A égale input, entrer une valeur, S égale à produit 1 jusqu'à A et disp S. On peut aussi utiliser la fonction factorielle de MATLAB, factorial. Donc, nous avons le mot-clé break. Le mot-clé break permet d'interrompre une boucle for ou while et de poursuivre l'exécution du code après la boucle. Il est parfois considéré comme une mauvaise pratique de programmation car il est souvent possible de modifier les conditions du while afin de l'éviter. De plus, on ne peut pas l'utiliser dans le cas d'une vectorisation de code. Nous examinerons ça en détail, ce mot-clé. Sachez qu'il existe, mais évitez de trop souvent l'utiliser. Donc, au sein de la conclusion, les boucles étendues les possibilités d'un programme en répétant plusieurs fois un même comportement. Ceci permet de réaliser un nombre important d'opérations sans pour autant avoir à coder chacune d'entre elles. Pour pouvoir profiter des boucles, il faut être capable de penser un programme comme une série d'actions similaires. Donc, pour conserver un programme rapide, il est préférable d'éviter les boucles, c'est possible, et utiliser les fonctions de MATLAB agissant sur les matrices. Donc, cela s'appelle la vectorisation de code. Afin d'optimiser un code, il est recommandé de l'écrire avec des boucles afin de tester son fonctionnement, puis de tenter de le vectoriser. Donc, nous sommes à la fin de la première partie pour l'initiation en MATLAB. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.